Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2519 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 24 août. Donc pas d'anniversaire aujourd'hui, il y en a très peu. Donc c'est pour ça qu'on va passer directement aux résultats d'hier. Et on commence avec la Ligue des Champions. 3 matchs de barrage aller de LDC. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre entre Molde et le Galatasaray. Et c'est le Galatasaray qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. Ils ont marqué le troisième but vainqueur à la 90e et 3 minutes de temps additionnel. Donc le Galatasaray a de fortes chances qu'on les voit en phase de poule parce qu'il reste encore un match. Ça sera mardi prochain et cette fois-ci ça sera à domicile quand on sait leur atmosphère spéciale dans ce stade. Je ne vois pas comment ils pourraient perdre le match la semaine prochaine. Bon après on ne sait jamais, bien sûr c'est du football. Mais voilà, le Galatasaray très bien parti pour être en Ligue des Champions. Donc 3-2, on peut voir les stats pourtant. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, l'équipe norvégienne de Molde a vraiment dominé, plus de 22 tirs, 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits, alors que le Galatasaray très efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts, aucun arrêt du gardien de Molde. Donc voilà, concernant le dénouement final, ça sera mardi prochain. Il y avait aussi Braga contre le Panathinaikos, l'équipe que Marseille aurait pu éliminer, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et pour ce acte 1, donc Braga s'est imposé 2-1, donc tout se jouera la semaine prochaine, mardi prochain, pour le match retour, cette fois-ci en Grèce. On peut voir les stats de la partie. Et le troisième match était entre Maccabi Haïfa et l'équipe de Young Boys de Berne, une équipe suisse, 0-0. Donc là aussi, le dénouement final sera mardi prochain. Donc voilà les 3 résultats. N'oubliez pas qu'il y avait aussi 3 autres matchs de barrage qu'on a parlé, bien sûr, hier, parce qu'on va connaître les derniers qualifiés. N'oubliez pas que le tirage au sort de la Ligue des Champions phase de poule, ça sera jeudi prochain, donc mardi et mercredi prochain, c'est les matchs retour des barrages, puis le lendemain, c'est le tirage au sort, tout simplement, des phases de poule. Il y a aussi au programme aujourd'hui, donc la Ligue Europa, les barrages. Regardez toutes les affiches. Bon, je ne vais pas citer toutes les rencontres, on peut voir les rencontres du jour. On parlera de quelques matchs, bien évidemment, demain. Et il y a aussi un match pour se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Et là, il y a une équipe française qui joue. C'est l'équipe de Lille qui reçoit ce soir à 20h l'équipe de Rijeka, qui est une équipe croate qui a fini 4e du dernier championnat de Croatie. Donc c'est le match aller à Lille. Le match retour sera la semaine prochaine, jeudi prochain. Cette fois-ci du côté de la Croatie, le match commence à 20h, le match est diffusé sur RMC Sport pour ceux qui veulent regarder la rencontre. Je regarder le match et je vais soutenir à fond bien sûr l'équipe de Lille, comme je soutiens tous les clubs français. Je serai derrière Lille et j'espère qu'ils vont se qualifier parce que ce serait bien sûr mieux d'avoir une équipe en plus en Coupe d'Europe que d'avoir une équipe en moins. C'est bien sûr Lille ne se qualifie pas et officiel le groupe du LOS pour la réception de Rijeka en Conference League. Donc voilà tous les joueurs. Donc quasiment tout le monde est là, à part on peut voir quand même que Samuel Umtiti, grosse recrue, il n'est pas là. Umtiti sera absent du groupe du LOSC contre le Rijeka. Donc aujourd'hui, maintenant barrage de la Conference League. L'ancien international français se remet de sa blessure au psoas et n'est pas prêt à intégrer le groupe de travail. Donc toujours blessé, c'est pour ça qu'il ne peut pas tout simplement disputer cette rencontre. Lui souhaite un bon rétablissement à Samuel Umtiti. Et Paulo Fonseca, le coach de Lille avant, il était en conférence de presse hier, il a dit la France a un des meilleurs championnats d'Europe et on a l'obligation d'avoir des équipes qui performent en Coupe d'Europe. Déjà avant de jouer les phases de poule, il faut déjà passer ces tours redoutables, ces tours de préliminaires ou les barrages. On a pu voir Marseille, ils ont échoué. Mon Lille, on va espérer qu'ils ne vont pas échouer, qu'ils vont se qualifier. Donc là, c'est le acte 1. N'oubliez pas qu'il y aura le match retour jeudi prochain. On va parler aussi d'un match. Aston Villa qui joue la Ligue Europa Conférence. C'est un match aussi de barrage, match aller. Bon, ils sont imposés 5-0 du côté de Hibernian, qui est une équipe écossaise. Bon, voilà, Aston Villa qui recevra jeudi prochain est sûr d'être quasiment qualifié avec une victoire 5-0 en plus à l'extérieur. Mais surtout on va parler de Lucas Digne, les gars. Lucas Digne, triplé de passes D pour Lucas Digne. N'oubliez pas que le joueur c'était peut-être son dernier match du côté d'Aston Villa parce qu'il devrait rejoindre en prêt avec option d'achat l'équipe de Nice. Et peut-être son dernier match, 3 passes D pour lui. Et à noter aussi le triplé de Ollie Watkins, l'attaquant de cette équipe de Aston Villa. On quitte l'Europe, direction les États-Unis. On va parler de cette demi-finale de l'US Open Cup. Et c'est entre Cincinnati et l'Inter Miami. L'Inter Miami de Léo Messi. Et l'Inter Miami s'est imposé après les tirs au but. C'est fou, ils gagnent à chaque fois les séances de tirs au but. L'équipe les Français devraient prendre exemple sur cette équipe de l'Inter Miami, parce qu'on sait que la France ou même les clubs français ont beaucoup de mal. Tout simplement au tir au but. Bref, donc dans un match complètement fou, quand même, Cincinnati menait quand même 2-0 dans le match. Et sacré comeback de l'Inter Miami, on va parler de tout ça. Donc Messi a joué. Chose qui est rare, Messi n'a pas marqué, mais il a été bien évidemment décisif avec 2 passes D. Léo Messi lors de cette rencontre, donc l'Inter Miami, bon j'ai pas vu le match, il a commencé à 1h du matin, mais on peut voir que Cincinnati a dominé cette équipe de l'Inter Miami, 22 tirs, 9 tirs cadrés
pour Cincinnati pour 3 buts, alors que l'Inter Miami, c'est moins, hein, c'est quasiment la moitié par rapport à l'équipe de Cincinnati, et c'est bien l'Inter Miami qui se qualifie. Donc voilà le scénario du match, hein, la 67e minute de jeu, il y avait toujours 2-0 pour Cincinnati, il reste à peu près une trentaine de minutes de jeu, donc là on sentait que peut-être pour Miami ça allait passer à la trappe, qu'on tout gagné pratiquement depuis que Messi est arrivé, et non les gars, 2-1, ensuite 2-2 à la 90 plus 7 minutes de temps additionnel, il y avait 8 minutes de temps additionnel, il restait plus qu'une minute, et buteur, en toute fin de match, je ne sais plus c'est qui a marqué ce but en toute fin de match sur une passe D, hein, de Léo Messi. Et du coup après Miami prend l'avantage dans la prolongation 3-2, après ils ont égalisé, Cincinnati 3-3, puis du coup après séance de tir au but, et l'Inter Miami a été meilleur que l'équipe de Cincinnati lors de la séance des tirs au but. Mais nous on va parler bien sûr de Léo Messi, parce que si on parle d'Inter Miami, c'est parce qu'il y a Messi, il n'y aurait pas Messi, je ne sais pas si je parlerai de cette rencontre, bref. Donc hier, il n'a pas marqué, c'est la première fois qu'il ne marque pas lors d'un match qu'il joue avec l'Inter Miami. Mais il a délivré 2 passes décisives, 2 cadeaux, on peut dire, pour ses coéquipiers. Donc les stats magnifiques, hein, de Léo Messi, donc 8 matchs, 10 buts, 3 passes D et un trophée, plus une nouvelle finale, parce que là c'était la demi-finale qu'ils ont gagné hier, donc ils sont maintenant en finale. Cette équipe de l'Inter est à noter, n'oubliez pas, c'est vrai que ça, on aime bien le montrer, avant l'arrivée de Messi, c'était 11 matchs consécutifs sans victoire en MLS, hein, dont 8 défaites pour l'équipe de l'Inter Miami, et depuis l'arrivée de Léo Messi, c'est 8 matchs sans défaite. On peut voir le jour et la nuit vraiment niveau performance. Un trophée remporté, le premier de l'histoire, hein, c'était il y a quelques jours, la League Cup. Une finale en attente, peut-être le deuxième trophée de l'histoire de cette équipe de l'Inter Miami. J'ai dit, en pénalty, ils sont très forts. Ils avaient gagné déjà le 19 août dernier une séance de tir au but, et ils ont gagné la même chose le 23 août, hier tout simplement, dans l'année dernière. De nouveau une séance de tir au but. Et deuxième finale en quelques jours pour l'Inter Miami. N'oubliez pas que Messi est déjà devenu, il y a quelques jours avec la League Cup, le joueur le plus titré de l'histoire du football, 44 trophées. Il est ex aequo avec Dani Alves, 43. Donc il pourrait monter à 45 trophées collectif si bien sûr il gagne cette finale qui est je sais pas c'est quand que ça va se jouer, on est quel jour là, on est jeudi, ça pourrait se jouer certainement peut-être dans la nuit de samedi à dimanche là, dans le week-end, hein, cette finale de l'US Open, donc je sais même pas ce que ça vaut, hein, comme coupe, mais bon voilà, c'est un trophée qui pourrait remporter. Cette équipe de l'Inter Miami, ça sera contre Houston Dynamo, la finale. Donc ça c'est prévu le 27 septembre. Bon, ça sera pas maintenant les gars, voilà, le 27 septembre, parce qu'on est au mois d'août, donc ça sera dans un mois normalement la finale je crois. Donc voilà, concernant ce US Open Cup finale contre Houston Dynamo. Et Léo Messi les gars, il est interviewé aussi, hein, sur Apple TV+, il avait déjà taclé le PSG il y a quelques jours, et il a retaclé le Paris Saint-Germain. Nous avions passé 2 ans difficiles au PSG, la vérité est que ça s'est pas bien passé. Nous avons eu du mal ici à Miami, c'est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone, apprécier le quotidien, les enfants dans une famille qui va bien. Donc en gros il dit qu'à Paris il se plaisait pas du tout, hein, il a dit qu'à Miami il retrouve la joie de vivre, tout ça qu'il avait à l'époque du côté de Barcelone. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas. Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que Miami était le bon endroit où venir. Voilà, donc c'est vrai qu'il a encore renvoyé des pics, hein, sur le PSG. Donc après voilà, on sait que ça a été, ça n'a pas non plus été un flop on va dire, mais bon ça a été très compliqué. C'est vrai que ça se ressent maintenant avec les déclarations de Léo Messi. Et toujours avec lui, on clôture avec Messi, c'est Thomas Müller, hein, qui désigne qui est son GOAT, et pour lui c'est Léo Messi. Le GOAT pour moi c'est Messi, un GOAT pour ceux qui ne savent pas, c'est le meilleur en gros. Donc parce qu'il fait dire aux gens, je vais au stade à cause de son élégance, et en même temps il est très efficace pour marquer des buts, réaliser des records et obtenir des titres. Cristiano est également un GOAT dans 2 catégories qui sont les statistiques et les titres, mais Messi est tout simplement plus raffiné et élégant que Cristiano Ronaldo. Voilà pour Thomas Müller, c'est Messi le GOAT du football devant Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça va dire, hein, sur cette petite parenthèse on va dire du côté des États-Unis. On revient, enfin on va pas en Europe, on va plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Le programme du football aujourd'hui, c'est que ce championnat saoudien que je montrais jamais les années précédentes, ça fait plus de 6 ans quand même que je fais les appimages quasiment tous les jours. Donc là on en parle beaucoup maintenant, parce que avec toutes les stars qui sont arrivées dans ce championnat, donc voilà le programme. Donc l'équipe de Benzema ce soir à 20h jouera contre Al Riyad, hein. Donc c'est Al Ittihad bien sûr, l'équipe de Benzema. L'équipe de Neymar Al Hilal, hein, jouera contre Al Raid à 20h. On parlera de tous ces résultats. Il y a l'équipe de Al Ali aussi à 20h, l'équipe de Mahrez ou même Alan Maxima qui joue également à 20h. On parlera des résultats bien sûr demain. Et concernant l'équipe de Neymar Al Hilal, donc Neymar à l'entraînement, mais Neymar pas disponible, et pas que Neymar est blessé actuellement. Il est arrivé, hein, il a signé du côté Arabie Saoudite blessé, donc il ne jouera pas, mais bon il a déjà participé à quelques entraînements
individuel, hein, pas collectif encore pour Neymar. Donc voilà quelques photos de Neymar du côté de son club de Al Hilal. Et concernant Karim Benzema, grosse info concernant Benzema qui jouera normalement ce soir. Hein. Mais bon, comment dire, hier il n'était pas présent à l'entraînement, donc Benzema n'était pas à l'entraînement avec Al Ittihad, donc c'était hier mercredi. Le joueur serait en froid avec son entraîneur Nuno Espirito Santo qui n'a pas demandé le recrutement du français. Voilà, ça a été plutôt de la direction, peut-être le président de Al Ittihad et non l'entraîneur qui ne souhaitait pas tout simplement Benzema. En gros, il y aurait de l'eau dans le gaz en gros entre Benzema et son coach. Le brassard de capitaine lui a d'ailleurs été refusé parce qu'il avait l'ambition d'être capitaine comme un peu Ronaldo qui est le capitaine de Al Nassr, il voulait être capitaine et du coup non, le brassard ça sera pas pour lui. Donc voilà, ce dernier, Nino, qui n'a jamais demandé son recrutement, ne serait pas fan de son style de jeu et aurait refusé de lui confier le brassard de capitaine. Donc voilà ce qu'il va dire sur Karim Benzema. Bon, j'ai pas dit qu'il allait quitter le club. Je pense que s'il y en a qui devait quitter l'équipe de Al Ittihad, ce serait plutôt l'entraîneur qui pourrait se faire virer plutôt que Karim Benzema. Je vois pas l'équipe saoudienne qui a recruté Benzema déjà le virer, garder le coach. Non, ce serait plutôt le coach qui serait viré, bien sûr. Donc voilà la situation actuellement de Karim Benzema. Et Carlo Ancelotti, il a dit nous avons décidé de compenser en gros le départ de Benzema. En gros, son remplaçant, il est déjà là, c'est l'arrivée de Jude Bellingham. Il n'y aura pas d'autres neufs, ce qui se dit. N'oubliez pas qu'on est en fin de mercato, il reste une semaine. N'oubliez pas qu'on est jeudi prochain, le 31 à minuit, c'est la fin du mercato, une semaine jour pour jour. Et c'est vrai que du côté du Real, le départ de Benzema a été compensé par l'arrivée de Jude Bellingham. On va parler d'une jeune pépite, Gabri Veiga à Al Ahly. Here we go. Ça y est, donc here we go, vous savez ce qui va se faire. Donc 21 ans, 21 ans cette pépite qui était pistée par Chelsea, le PSG le voulait, tout ça. Naples également le voulait et il va signer du côté de Al Ahly. Donc alors qu'il était ciblé dans les tablettes de nombreux clubs européens, dont le PSG, le jeune milieu devrait rejoindre les rangs du club saoudien, d'après Fabrizio Romano. Donc bon, après il va là-bas bien évidemment pour l'argent, parce qu'il va toucher un énorme salaire. Et surtout, là je crois que c'est d'être l'un des plus jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont allés là-bas, qui ont plus de la trentaine. Bon, il y a peut-être Ruben Neves qui avait peut-être 26 ans par là, et 21 ans, il n'y en a pas beaucoup, 21 ans avec un potentiel comme ce joueur qui part du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, après c'est son choix, bien sûr, on ne juge pas. Donc ça pourrait être officiel à tout moment dans la journée. On va parler de Bernardo Silva et c'est également officiel. C'était pas officiel avant, mais lui c'est officiel, Silva. Donc il prolonge jusqu'en juin 2026 à Manchester City. On avait beaucoup parlé là ces derniers jours qu'il allait certainement prolonger. Donc ça y est, c'est fait. Prolongation de contrat pour Bernardo Silva. Donc il avait encore un an. Il était en 2025, la fin de son contrat. Il prolonge d'une année de plus du côté de Manchester City où il a tout remporté la saison dernière. Et dans ce nouveau contrat, Bernardo Silva disposerait d'une clause libératoire estimée à environ 58 millions d'euros. Donc ça veut dire que l'été prochain il peut être acheté pour cette somme là. Donc des clubs comme le Barça ou bien évidemment le PSG qui était fortement intéressé peuvent l'acheter. Regardez, le PSG, ils avaient bien levé la clause libératoire de Dembélé, 50 millions d'euros il y a quelques semaines. Donc ils pourront faire 58 millions d'euros l'été prochain, parce que le PSG, il ne viendra pas à Paris là, et le PSG reviendra dans la charge bien sûr Bernardo Silva dès l'été 2024. Et Silva aurait bien dû signer au PSG cet été d'après le journal Le Parisien. Toutes les parties étaient ok, même le joueur. Malheureusement, le départ de Mahrez, qui n'était pas prévu du côté de City en Arabie Saoudite, a fait capoter le transfert parce que Guardiola ne voulait pas perdre Mahrez plus Bernardo. Donc si Mahrez serait resté, certainement Bernardo aurait eu un bon de sortie et potentiellement il aurait pu débarquer du côté du PSG. On va parler de Cancelo, donc lui sur le départ, donc prévu vendredi. La visite médicale de Cancelo au FC Barcelone pourrait finalement avoir lieu la semaine prochaine. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais bon, il va bien arriver du côté du Barça. Mon Dieu que ça soit cette semaine, il pourra arriver lundi, mardi, donc de toute façon avant jeudi prochain, vu que c'est la fin du mercato. L'Olympique de Marseille s'intéresse à Joaquim Correa, donc attaquant argentin. Donc ce joueur de 29 ans devrait quitter l'Inter et certainement venir du côté de Marseille. Accord total quasi trouvé entre l'OM et l'Inter pour Joaquim Correa. Donc prêt payant avec option d'achat de 16 millions d'euros qui pourrait devenir une obligation pour 12 millions d'euros dans un an. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, donc il a une option d'achat qui deviendra obligatoire si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions saison prochaine, c'est-à-dire si Marseille termine dans les les 3 premières places. N'oubliez pas qu'il y a les 3 premiers la saison là en Ligue 1, c'est les 3 premiers qui sont qualifiés directement en LDC et le 4e jouera les barrages, parce qu'il y a une place en plus avec la Ligue des Champions. L'année prochaine, il y aura plus d'équipes qualifiées parce que ce sera un nouveau format, on peut dire. Donc voilà, en gros, si Marseille se qualifie, il appartiendra et Marseille sera obligé de l'acheter. Et le super mercato estival de l'OM avec peut-être l'arrivée en prêt avec option d'achat de Correa. Donc c'est vrai que c'est dommage que Marseille ait échoué en Ligue des Champions, parce que quand on voit toutes ces recrues et même déjà les joueurs qui avaient déjà sur place plus tout ça, ne pas se qualifier pour moi, alors que c'était pas
Panathinaikos et après Braga, enfin, ils éliminaient les Grecs, c'était totalement à la portée de l'OM et ils ont échoué. Donc maintenant il faudra faire une belle saison tout d'abord en Ligue 1 et surtout en Ligue Europa, parce que la Ligue Europa, Marseille, je pense, ils auront l'objectif au moins d'atteindre les demi-finales. Hein. Avec un effectif comme ça, c'est au moins les demi. Tout autre résultat, quart, huitième ou même phase de poule, serait une catastrophe pour l'OM. On est le 24 août, bon c'est marqué le 23, bon on est le 24, mais c'est pareil, hein, parce que Sofiane Amrabat est toujours un joueur de la Fiorentina. C'est vrai qu'à une semaine, jour pour jour de la fin du mercato, Amrabat, on ne sait toujours pas où il va jouer. Pourtant, il a un bon sortie de la Fiorentina. On se souvient que janvier dernier, il a failli rejoindre le Barça, du coup il ne reviendra pas maintenant au Barça, parce que le Barça a recruté Oriol Romeu à sa place. Donc plus qu'une semaine, on ne sait toujours pas ce que va faire Sofiane Amrabat. L'AS Monaco va faire une nouvelle offre de plus de 40 millions d'euros pour Folarin Balogun. Monaco veut absolument le joueur américain et Monaco va revenir à la charge un peu près d'Arsenal pour s'offrir l'ancien joueur qui a été prêté à Reims. Paul Lirola va rejoindre Frosinone sous la forme d'un prêt. Accord total entre l'OM et le club italien, prêt d'un an sans option d'achat concernant ce joueur Paul Lirola. Bon, qui avait joué quelques temps du côté de Marseille, puis après je crois qu'il est parti en prêt et je ne sais même pas s'il est encore à Marseille. Bref, je sais qu'il va juste aller du côté de Frosinone, une équipe qui monte, hein, qui a joué la première journée de Serie A. Asdin Ounahi suscite l'intérêt de deux clubs saoudiens, Al Hilal et surtout Al Ahly, que vous pourrez signer la Gabri Vega qu'on a parlé tout à l'heure. Donc l'OM pourrait se voir proposer entre 15 et 20 millions d'euros pour l'ancien joueur de Angers. Pour rappel, Ounahi avait été acheté à Angers contre 10 millions d'euros plus un pourcentage à la revente de 30% et il pourrait déjà quitter le club peut-être pour peut-être le double, hein, s'il venait de transférer pour 20 millions d'euros. Donc voilà, concernant Asdin Ounahi. Sergio Ramos, des nouvelles, vous savez que c'est, enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est mon joueur préféré. Il a enfin peut-être trouvé son club et je suis content. C'est le Galatasaray, c'est bouillant. L'accord tient essentiellement sur une qualification du club turc. C'est pour ça peut-être que Ramos, il attend tout simplement pour voir si le Galatasaray va se qualifier en LDC. C'est la qualif et on sait que c'est bien parti. Ils ont gagné 3-2 hier. Leur match aller en plus à l'extérieur, ils recevront mardi prochain. Donc Ramos, peut-être mercredi prochain, si sûr il y a la qualif en phase de poule, il viendra du côté du Galatasaray. Donc voilà, concernant peut-être le futur de Sergio Ramos, donc ça devrait être fixé certainement semaine prochaine. Arthur Tété tient avec Sergio Ramos parce qu'il l'a rencontré en vacances. Il a dit: j'ai croisé Sergio Ramos pendant mes vacances. On a parlé du championnat de France et de nos carrières respectives. Il m'a dit que j'avais fait un bon choix en venant à Rennes. Voilà ce qu'a pu dire le défenseur belge, hein, qui pourrait quitter l'équipe de Rennes, peut-être aller au RB Leipzig. Et toujours avec Arthur Tété sur ses années galères. À 20 ans, m'a mis dehors et je me suis retrouvé sans club, au chômage. C'était à la fin de la saison 2019-2020, juste après le début de la crise du Covid. Je commençais à chercher un vrai travail car il fallait bien gagner de l'argent pour vivre. Hein. Un vrai travail, c'est dire un autre travail que footballeur parce qu'il n'avait plus de contact, plus de contrat avec un club, donc il devait travailler, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc il a dit: j'allais travailler dans le bâtiment car je n'ai pas de diplôme, j'avais sacrifié mes études pour le foot car en Belgique le système n'est pas le même qu'en France, et du coup après il a retrouvé un club, et maintenant il est du côté de Rennes où ça se passe plutôt bien. Il pourrait même être transféré, je dis, aux alentours de 30 millions d'euros du côté du RB Leipzig. Des nouvelles de Hugo Lloris qui a refusé de signer à la Lazio de Rome, donc il n'ira pas à Rome, hein, c'est sûr. Le gardien français reste à l'écoute du marché mais ne ferme pas l'idée de rester à Tottenham cette saison. Il ne sera pas le gardien numéro 1, il sera seulement la doublure. Xavi considère qu'Abdé est le joueur qui se rapproche le plus de Dembélé au Barça. Le Marocain est donc intransférable, hein, du côté du FC Barcelone. Donc voilà, Xavi souhaite conserver tout simplement Abdé. Jean-Claire Todibo est proche de rejoindre Manchester United. On parle d'un accord peut-être aux alentours des 40 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Nice. Il va falloir que vite ça se fasse, si ça se fait. Pourquoi? Parce que Nice va devoir trouver son remplaçant, hein, parce que s'il quitte le club à une semaine de la fin du mercato, il va falloir rapidement trouver le remplaçant de Jean-Claire Todibo parce que ce serait un gros manque en défense niçoise, le départ du Français pour rejoindre Manchester United quand même. Todibo. En quête d'un défenseur polyvalent, le Bayern Munich aurait identifié Thilo Kehrer comme une cible potentielle. Thomas Tuchel le connaît bien pour l'avoir dirigé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, le Bayern veut Thilo Kehrer peut-être pour être le remplaçant tout simplement de Pavard, parce que Pavard, vous savez même, c'est pas encore officiel, il va rejoindre l'Inter Milan là dans les prochaines heures voire prochains jours, et du coup pour son remplaçant pour être Thilo Kehrer, voilà, un joueur il joue à West Ham je crois, un ancien joueur du PSG qui avait été coaché bien sûr par Thomas Tuchel, peut-être son futur coach au Bayern. Manchester City s'intéresse à Eze, voilà ce joueur Eze les gars pourrait peut-être aller du côté de City, hein, si ça se fait. Un autre joueur aussi de Crystal Palace pourrait aussi quitter le club, c'est Cheick Doucouré, et c'est Liverpool voilà qui s'est renseigné, hein, sur le joueur qui joue je crois au milieu de terrain. Islam Slimani sous ses nouvelles couleurs, donc l'international algérien va tout casser au Brésil, ce qu'on espère pour lui, c'est qu'il a joué dans beaucoup de clubs. Slimani maintenant c'est les Coritiba, hein, du côté du Brésil, son nouveau défi, donc il est arrivé libre, hein, vu qu'il était sans contrat.
Suite à la blessure de la recrue El Bilal Touré qui est blessé pour les 4 prochains mois comme El Bilal Touré. Donc l'Atalanta qui pensait vendre Duvan Zapata à l'AS Roma, du coup il bloque son transfert parce qu'avec la blessure de Bilal Touré, il souhaite en gros conserver maintenant l'attaquant colombien qui n'ira pas du côté de Rome. West Ham est sur le point de trouver un accord avec l'Ajax pour Mohamed Kudus. L'offre s'élève à 41,5 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, plus 10% à la revente. De toute façon Kudus ça va se faire. Après est-ce que ça sera West Ham ou un autre club, ça je ne sais pas. Mais il va bien quitter le championnat néerlandais pour certainement aller du côté de la première ligue. Donc voilà, Kudus à West Ham, c'est imminent. Officiel, Manchester City prête son crack, donc Maximo Perron à Las Palmas, le temps d'une saison, aucune option d'achat. Voilà, concernant ce joueur, je ne vous cache pas que je ne connais pas. Bon, il joue du côté de City, très peu de temps de jeu, je ne sais même pas s'il a déjà joué une fois avec l'équipe première. Donc il va aller prendre du temps de jeu en Liga parce que Las Palmas c'est une équipe qui monte en première division espagnole. Donc voilà, concernant sans option d'achat, c'est-à-dire qu'il reviendra sûr à City saison prochaine. City toujours a formulé une offre supérieure à 50 millions d'euros à Wolverhampton pour Matheus Nunes. Les Sky Blues ont déjà trouvé un accord avec le joueur. Voilà aussi un transfert qui pourrait se faire. Nunes pourrait peut-être débarquer du côté de Manchester City aux alentours des 50 millions d'euros. Nouvelle offre comprise entre 42 et 43 millions d'euros de Brentford à la Fiorentina pour Nicolas Gonzalez. Le club anglais offre un salaire énorme à l'ailier argentin de 25 ans qui vient de récupérer le numéro 10 du côté de la Fiorentina. La Fiorentina a déjà une première offre il y a 2 semaines. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc c'est l'équipe de Brentford qui souhaiterait l'avoir du côté de la première ligue. Revenu Arsenal après son prêt à Nice où ça n'a pas été fabuleux quand même, Pepe du côté de Nice. Bref, Nicolas Pepe pourrait rebondir en Arabie Saoudite après avoir refusé une offre du Beşiktaş. Le Beşiktaş le voulait, il a refusé le club turc. Il ne va pas rester à Arsenal parce qu'il sait qu'il a des touches en Arabie Saoudite où il pourrait toucher beaucoup d'argent, donc il devrait aller là-bas. Nicolas Pepe. Abdi, on en a parlé tout à l'heure, j'ai oublié de l'enlever la photo, voilà que c'est sûr, il va rester au Barça, enfin d'après ce qui se dit, on verra. On va parler de ce joueur, il c'est officiel, Hudson, que j'ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit qu'il était proche de Nantes, ça y est, c'est fait. Hudson quitte les Corinthians et s'engage au FC Nantes jusqu'en 2028, coût du transfert 6 millions d'euros et c'est le 3e joueur brésilien qui débarque à Nantes sur ce mercato 2023. Donc il remplace un Ludovic Blas et son numéro de maillot, ça sera le numéro 20 pour le jeune Hudson. L'Eintracht Francfort se montre intransigeant avec le PSG, exige 100 millions d'euros pour Randal Colomoni parce que le PSG le veut à une semaine de la fin du mercato. Donc le joueur vraiment lui souhaite, j'ai entendu des infos tout ça, il veut peut-être même quasiment partir au clash avec son équipe pour quitter Francfort pour venir au PSG. Après pour l'instant c'est Francfort parce que là Francfort essaie d'en tirer le maximum d'argent. Le PSG qui a déjà fait 60 plus 10 millions d'euros, première offre officielle, ça a été refusé. Le PSG, je crois qu'ils ont fait une deuxième offre, là 70 plus du bonus, ça doit être à 10 millions, donc ça monte à 80, ça doit être refusé parce que Francfort en veut 100 millions d'euros. En gros, ils aimeraient 90 plus 10 millions de bonus pour lâcher Randal Colomoni. Pour l'instant, pour le PSG, c'est trop cher. Je trouve, moi, personnellement, que c'est trop cher, 100 millions d'euros. Je pense que son prix sera aux alentours des 70 millions d'euros, mais bien sûr, Francfort, c'est que c'est le PSG, une équipe qui a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'ils essayent de le vendre maximum. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre, quand même, l'été dernier, de Nantes à l'équipe de Francfort. Jean-Charles Castelletto souhaite quitter le FC Nantes. Voilà, ce joueur souhaite quitter le FC Nantes. Il n'y a rien à rajouter dans cette info. Officiel, Aymeric Laporte annonce son départ de Manchester City. C'est une vidéo qu'il a publiée il y a ces dernières heures là sur ses réseaux sociaux. Il dit qu'il a fait une magnifique. C'est un club qui l'a touché, tout ça. Maintenant, nouvelle destination pour lui. C'est pas encore officiel, mais on sait, c'est quel club qu'il va rejoindre. C'est l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il a signé son contrat avec Al Nassr jusqu'en 2026. L'officialisation sera certainement aujourd'hui, jeudi. Jérémy Doku a signé son contrat jusqu'en 2028 avec Manchester City. Là aussi, on attend l'officialisation qui pourra intervenir également aujourd'hui. Montant du transfert 65 millions d'euros, aucune clause de revente. Donc, il va devenir le plus gros, le joueur le vendu le plus cher. Jérémy Doku, 65 millions d'euros aujourd'hui normalement, devant Aguerd et Dembélé qui avaient été les deux recrues, les deux joueurs qui avaient été vendus le plus cher du côté de Rennes. 35 millions pour les deux, c'est plus 30 quand même par rapport à Jérémy Doku. Donc voilà, c'est que Rennes, c'est une équipe qui vend quand même très bien ses joueurs, avec Madjer qui est parti aussi pour 25 millions d'euros là sur ce mercato. Hugo Chokwu qui est parti également sur ce mercato à Chelsea, 27 millions d'euros. C'est que Rennes, les gars, ils ont encaissé pas mal d'euros. Officiel, Gonzalo Montiel, je me souviens, on en avait parlé il y a quelques jours, c'est officiel, est prêté avec option d'achat par Séville à Nottingham Forest. Donc c'est une option d'achat de 11 millions d'euros. Donc voilà, ce joueur qui a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine débarque du côté de la Première Ligue. L'OL veut absolument récupérer de l'argent plus des joueurs en échange de Bradley Barcola. Le message a été envoyé au PSG ces derniers jours et le PSG du coup pourra insérer
de l'argent bien sûr et un joueur. Et c'est le jeune Ismaël Garbi, le PSG veut inclure le transfert d'Ismaël Garbi à Lyon dans le cadre d'un potentiel deal pour Bradley Barcola, comme ça ferait baisser un peu la note. Donc voilà, on verra si ça va se faire ou non Bradley Barcola, parce que c'est toujours compliqué, parce que Lyon sont quand même très compliqués niveau négociation. Divock Origi intéresse de nombreux clubs de Ligue 1. Voilà, cet ancien joueur par exemple de Liverpool pourrait débarquer potentiellement du côté du championnat français. Nadiem Amiri a reçu un contrat de 4 ans de la part de Leeds United, donc en Championship, deuxième division anglaise. L'OM a négocié avec lui il y a 2 jours. On peut voir qu'il pourrait plutôt aller du côté de l'Angleterre en deuxième division que venir du côté de Marseille. En parlant de Marseille, les gars, en raison des... Là, on a clôturé la page Mercato. Vous avez vu, là, on passe avec des autres infos. Donc, en raison des fortes chaleurs prévues ce week-end à Marseille, la rencontre entre l'OM et Brest, initialement prévue samedi, donc après-demain à 17h, pour être décalée en soirée. Donc, l'idée serait de déplacer l'horaire du match à 19h, comme ça a été le cas la semaine dernière avec Lyon, le match de Lyon, même le match de Monaco. Pourquoi ? Parce que l'exposition de la tribune Gannet ou en virage au soleil pose un problème également, parce que c'est en plein soleil et c'est compliqué, parce que lors de la dernière rencontre à domicile, des enfants ne se sentaient pas bien, ne pouvaient pas se protéger du soleil parce que c'est plein face au soleil et voilà, donc c'est pour ça que le match pourrait être décalé de 2 heures, parce qu'après n'oubliez pas qu'à 21h c'est le PSG contre Lens, ils ne vont pas mettre le match de Marseille et PSG en même temps, mais voilà, il pourrait être à 19h le match de l'OM contre Brest. C'est pas encore officiel, mais ça sera certainement le cas là dans les prochaines heures. C'est une certitude, Luis de la Fuente, donc le coach espagnol, convoquera Lamine Yamal la semaine prochaine avec la Roja, donc la sélection espagnole. Confiante, la fédération attend désormais le oui du joueur, parce qu'il n'a pas que l'Espagne qui le veut. Donc l'Espagne veut sécuriser entre guillemets la pépite du Barça face à la concurrence du Maroc, parce que le Maroc également veut. Donc il y a le Maroc, il y a la Guinée équatoriale où il peut jouer potentiellement dans une sélection, on peut dire. Donc ça devrait être entre ces 3 pays-là. Donc il devrait, je pense, choisir soit l'Espagne, soit le Maroc. Et vous êtes Lamine Yamal, quel choix faites-vous ? Voilà, sur un sondage BFootball, Espagne-Maroc, donc plus de 1300 votes à peu près. Et la plupart ont mis l'Espagne. Donc moi j'ai mis également l'Espagne, il joue au Barça. Je ne sais pas où il est né, je ne sais pas s'il est né en Espagne ou au Maroc. Bref, moi je jouerai avec l'Espagne. Après bien sûr c'est lui qui tranchera. Et d'après ce que j'ai pu voir, ce serait plutôt l'Espagne bien sûr qui choisirait pour représenter. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans et 40 jours. Donc il est tout jeune, il pourrait déjà être appelé avec l'Espagne pour le sécuriser. Comme ça, après, il ne pourrait plus jouer avec le Maroc. Donc on verra c'est quoi qui va décider. Et toujours du côté de l'Espagne, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, est sous le coup d'une enquête d'un tribunal de la banlieue madrilène pour un voyage à New York payé par la fédération espagnole. Il aurait simulé des réunions avec les Nations Unies et la MLS pour passer 6 jours aux États-Unis, où il était accompagné d'une peintre mexicaine. Le séjour aurait été financé par le budget de la fédération espagnole. En gros, il est parti là-bas aux États-Unis, il a dit que j'ai des réunions, tout ça, alors que pas du tout, il est juste parti en vacances. Et tout ce qu'il a fait payer, le voyage, tout ça, l'hôtel, en gros, il a fait payer avec le budget de la fédération espagnole. Et c'est sorti au grand jour, par rapport aussi à ce qu'on a beaucoup parlé avec le bisou qu'il a fait sur la bouche. Donc voilà, maintenant il est un peu dans la sauce, on peut dire, ce président de la fédération espagnole. Ça nous fait penser un petit peu à Noël Le Graët, souvenez-vous quand il a fait des déclarations, il avait été licencié par la FFF. Donc lui, attention, il pourrait, vu que là il y a pas mal de drama, on peut dire, autour de lui. Et aussi ce bisou qu'il a fait sur la bouche de Hermoso. Et Jenny Hermoso va poursuivre les sanctions contre le président, donc Luis Rubiales, après l'avoir embrassé lors des célébrations. Dans une déclaration avec son syndicat, elle a dit donc il est essentiel que notre équipe soit représentée par des personnalités qui projettent leurs valeurs d'égalité et de respect dans tous les domaines. Donc elle n'a pas du tout apprécié ça, Hermoso, et elle veut, je sais pas, pour l'instant on parle pas de porter plainte, mais en gros elle veut qu'une enquête ou une sanction soit faite sur Luis Rubiales par rapport à ce bisou qu'il a pu faire. Et un nouveau cliché de Luis Rubiales à l'issue de la finale du mondial est sorti aujourd'hui dans les médias espagnols, Marca, vous savez, Marca, Mundo Deportivo, tout ça. Vu que là-bas ça fait beaucoup parler, on parle un peu en France, mais en Espagne ça fait énormément parler. Donc voilà aussi un cliché du président de la fédération espagnole de football. Et le coach de l'Espagne, lui aussi, dans la sauce. Nouvelle polémique en Espagne, puisque Jorge Vilda, qui est le coach, c'est le sélectionneur de l'Espagne féminin, donc a été filmé en train de toucher la poitrine d'une membre de son staff. Le média américain CNN a transmis un courrier demandant des explications sur ce geste à Jorge Vilda, le membre du staff, et à la fédération espagnole. On peut le voir, elle est en train de toucher la poitrine d'une de ses staffs, quelqu'un qui travaille avec elle, et ça fait aussi beaucoup parler. Donc voilà, l'Espagne, ils ont gagné l'équipe féminine a gagné la Coupe du Monde. On parle beaucoup de ce qui s'est passé tout simplement avec dans le staff, tout ça. Donc bon, voilà,
ce qu'il avait à dire aujourd'hui sur eux. Alexandre Lacazette écope de 2 matchs de suspension plus un match avec sursis pour son geste d'humeur contre Montpellier le week-end dernier. N'oubliez pas qu'il a pris rouge. Et du coup 2 matchs fermes pour lui plus un match avec sursis. Donc ça sera voilà, surtout 2 matchs fermes. Donc le prochain match de Lyon, je ne sais plus c'est lequel. Et surtout le match juste après contre le PSG. Il ne sera pas là. Alexandre Lacazette sera suspendu. Et sinon on peut voir qu'Aboubacar Lou, donc il a pris 3 matchs de suspension et un match de suspension pour Alexandro, un joueur de Lille. Hein. Voilà, parce que la commission de discipline, ça se passe toujours le mercredi, c'était hier, et on connaît le verdict, des joueurs compris des rouges. Le stade François Coty d'Ajaccio fermé à titre conservatoire par rapport au match lundi soir entre Ajaccio et Bordeaux. Le match a été interrompu pendant plus d'1 heure parce qu'il y a des supporters de Bordeaux qui sont rentrés dans le stade, s'est battu avec les supporters d'Ajaccio. Et du coup, le stade sera fermé à titre conservatoire, c'est-à-dire que les prochains matchs peut-être se joueront à huis clos du côté du stade de l'ASA Ajaccio. Parce que là, il va y avoir une réunion qui va être prévue pour vraiment examiner le dossier. Suite à sa blessure aux ischio-jambiers, Mason Mount sera indisponible de 4 à 6 semaines avec Manchester United. On lui souhaite bon rétablissement bien sûr à la recrue Mason Mount du côté des Red Devils. Christophe Dugarry sur le capitanat au PSG et Kylian Mbappé l'a dit, le vote est clair, c'est un désaveu pour Mbappé. Il est parmi les autres, tu te présentes pour être capitaine numéro 1 et tu es élu 4e. N'oubliez pas que c'est Marquinhos premier qui a le plus de votes, Danilo 2e, Kimpembe 3e et Mbappé 4e. Même si tu sais que tu n'as pas que des amis, tu participes à un vote, c'est pour le gagner, c'est un énorme désaveu. Voilà ce que peut dire Dugarry par rapport au capitanat de Kylian Mbappé qui finit seulement 4e bien sûr dans la hiérarchie. Arnaud Llorente, donc un joueur de Sassuolo, sur le champ, son honneur en comparant à Mbappé, il a dit « Je ne peux pas être le nouveau Mbappé puisqu'on a le même âge. Il accomplit tellement de choses, elle m'a fait plaisir, mais... si on y réfléchit bien, ce n'est pas trop possible que je sois comparé à lui. » Voilà, parce que du côté de l'Italie, il a des chants tout simplement, des supporters qui le comparent tout simplement à Kylian Mbappé. La une du journal Équipe aujourd'hui, tiens, c'est Deschamps qui fait des déclarations. On reviendra cet après-midi dans l'After Zap Image demain sur quelques déclarations de Deschamps. Pour Kylian, ça n'a pas de prix de jouer. Voilà, donc dans un entretien à l'équipe, le sélectionneur des Bleus livre ses impressions sur Mbappé et son été mouvementé au PSG. Il revient aussi sur les récents changements au sein de la fédération et les enjeux des matchs de la rentrée, bien sûr, de l'équipe de France. N'oubliez pas que la France contre l'Irlande, ce sera un match pour se qualifier pour le futur Euro, donc c'est prévu là d'ici 2 semaines. Après, il y aura un France-Allemagne, enfin un Allemagne-France qui se jouera du côté du stade du Borussia Dortmund. La traditionnelle photo annuelle du Bayern Munich en Lederhosen, donc c'est toujours la photo qu'ils font avec leur sponsor de marque de bière, c'est pour ça qu'ils ont tous des bières, donc il manque la grosse recrue. Harry Kane n'était pas là parce que son enfant, son petit garçon est né là il y a quelques jours, donc il n'était pas présent pour cette photo, donc voilà, toujours c'est la photo qu'ils font bien sûr, toujours en début de saison, l'équipe du Bayern Munich. Toujours du côté du Bayern, coup dur parce que Jamal Musiala s'est déchiré une fibre musculaire à l'arrière de la cuisse gauche pendant un entraînement. Sa durée d'indisponibilité est inconnue, on ne sait pas combien de temps il sera indisponible. On sait qu'il y a eu pas mal de joueurs blessés là ces derniers temps, donc on lui souhaite bon rétablissement à Musiala. Donc voilà, ça peut, je sais pas, je vais pas dire de durée parce que pour l'instant j'en sais rien. Arturo Vidal est au cœur d'une polémique, donc appelé à commenter un but inscrit avec le Bayer Leverkusen, un de ses anciens clubs. Au cours d'un live Twitch, le Chilien a déclaré: c'était mon premier but en Europe avec le Bayer Leverkusen. Le gardien a ensuite fait une dépression et s'est suicidé. Il a dit ça quand même pratiquement à la rigolade, et des propos qui ont choqué sur les réseaux sociaux car le gardien en question, donc Robert Henke, s'était bien suicidé en 2009, non pas en raison de ce but concédé par Arturo Vidal, mais parce qu'il souffrait de dépression et avait peur de l'échec. Et ouais, il a dit ça un petit peu à la rigolade et ça a beaucoup fait parler, hein. Donc il est autour d'une polémique, on peut dire, Arturo Vidal. William Saliba affiche actuellement le taux de passes réussies le plus élevé de Premier League, 96,4% de passes réussies. Seuls les joueurs ayant joué plus de 150 minutes sont pris en compte. Donc voilà, c'est un joueur très précis niveau passe, hein. Donc voilà, c'est très rare de voir Saliba échouer une passe. Et du côté de Arsenal toujours, hein, donc Darren Ben, qui est un journaliste, hein, compare Nicolas Pepe à Arsenal avec Sancho et Anthony cumuler leurs stats à Manchester United. Regardez les stats de Pepe par rapport à eux et vous avez qualifié Nicolas Pepe du plus gros flop, mais non, Nicolas Pepe Arsenal, c'est 112 matchs joués pour 27 buts et 21 passes D. Donc là, vous avez les stats de Nicolas Pepe. Et celle de Sancho et Anthony cumulés à Manchester, c'est 127 matchs joués. Donc c'est plus de matchs que Nicolas Pepe. C'est 20 buts, donc moins de buts. Les deux cumulés, bien sûr. Hein, donc ça fait à peu près pareil parce que si on cumule. Donc 20 buts et 9 passes D. Donc voilà, en gros, Sancho et Anthony, c'est largement des plus gros flops, on peut dire, que Nicolas Pepe. Les audiences sont en chute libre en Espagne pour la diffusion des matchs de Liga. Le Barça ou encore le Real Madrid n'ont même pas dépassé les 600 000 téléspectateurs lors de la deuxième journée en Liga, avec des parts de marché ne dépassant pas les 8%. Donc pire encore, le match opposant Séville, récent
vainqueur de la Ligue Europa contre Alaves n'a même pas dépassé les 100 000 téléspectateurs. C'est très, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est quand même très peu. Pour rappel, les droits TV de la Liga en Espagne sont détenus par la Movistar ainsi que DAZN. La souscription aux plateformes représente comme en France un petit pactole. En gros, ça coûte très cher. C'est comme si nous en France, on veut s'abonner à RMC ou BeIN. Donc du côté de l'Espagne, il faut s'abonner à DAZN et Movistar où ça coûte très cher un abonnement. Et du coup, il n'y a plus personne, enfin, il y a quand même du monde, mais très peu de personnes regardent les matchs. Et c'est vrai que les audiences sont catastrophiques. Hein. Par exemple, il y a Barça-Cadix, 593 000 spectateurs, enfin téléspectateurs, vu que le match est à la télé. Il y a à peu près 3 ans, parce que j'ai vu, j'avais parlé hier sur ma chaîne Barça, les matchs du Barça en moyenne c'était le double. Hein. C'était plus de 1 200 000 téléspectateurs à la télé. Puis là maintenant c'est moitié parce qu'en gros, DAZN et Movistar, faut payer trop cher les abonnements. Donc c'est en chute libre, hein. Ça c'est pas bon bien sûr hein, pour le football espagnol. Et aussi peut-être en partie par rapport au temps de jeu, que les matchs sont longs et il se passe beaucoup d'arrêts hein, lors des rencontres. Par exemple, lors du match Real Sociedad Celta Vigo du week-end dernier, le temps de jeu effectif quand ça a joué, ça a été de seulement 49 minutes et 49 secondes. Sur les 104 minutes du match joué, il y a eu seulement 49 minutes jouées. Sinon, le reste, c'était soit il y avait un changement, soit il y avait un coup franc qui a pris 1 minute 30 à être tiré, soit, j'en sais rien, une célébration où ça prend encore du temps. Donc, regardez par exemple les différents temps de jeu lors de la seconde journée de Liga la semaine dernière. Donc, je dis, Betis Atlético, c'est où ça a le plus joué 60 minutes et 9 secondes hein, sur un match de 90 minutes. Donc, on peut voir qu'il y avait quand même 30 minutes, enfin plus le temps additionnel qui n'ont pas été joués. Et comme je dis, un Real Sociedad Celta, seulement 49 minutes et 49 secondes de temps de jeu, hein, vraiment. Hein, sinon, le reste, c'est du temps perdu, comme j'ai dit, hein, pour tout ce qui se passe hein, lors d'une rencontre. On prend la direction de l'Arabie Saoudite, enfin pas l'Arabie Saoudite, mais continent asiatique, parce que la Ligue des Champions, vu qu'Al Nasser, on en a parlé avant-hier, sont qualifiés hein, pour jouer ces phases de poule. On connaît POA, PO B, PO C et PO D. Donc POA, c'est les plus grosses équipes, hein, comme Chapeau 1 voilà, en Ligue des Champions européenne, avec Al Hilal, Al Ittihad, hein, ou même les autres équipes. Hein, donc le PO B, on peut avoir les équipes. PO C et le PO D, il y a Al Nasser, c'est l'équipe de Ronaldo, c'est-à-dire l'équipe de Ronaldo jouera contre des grosses équipes, parce que c'est comme une très grosse équipe, Al Nasser, mais qui est dans le PO D, on va dire le chapeau, on va dire, des équipes les plus faibles. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec l'un des plus gros braquages de l'histoire, Celtic Glasgow, Barça, c'est un match de Ligue des Champions. Le Celtic s'est imposé 2-1, mais regardez, le Celtic c'est 5 tirs cadrés, 2 buts. Le Barça c'est 1 but, mais 23 tirs, 14 tirs cadrés. Il y a eu 13 arrêts quand même du gardien du Celtic. Possession de balle, 89% de possession de balle pour le Barça, 955 passes, contre 166 seulement pour le Celtic Glasgow. Et c'est bien le Celtic Glasgow qui s'était imposé 2-1 lors de cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'After Zap Image, et demain pour le prochain numéro. À demain.